Bonjour tout le monde. On va aujourd'hui commencer le thème le plus important en fait. Je l'ai laissé pour la fin. C'est tout ce qui est la valeur et le risque. Alors bien sûr, derrière tout ça, il y a quand même un calcul mathématique assez important. Dans la séance d'aujourd'hui, si vous permettez, je vais essayer de faire des rappels assez nécessaires en fait. Vous ne manquerez pas, de m'arrêter. Ok. Alors, on va commencer d'abord par un aspect statistique. Ensuite, on va aborder l'aspect variable aléatoire. Et ensuite, on va aborder les notions de séries statistiques doubles, c'est-à-dire parler de corrélation, parler de droite de régression, etc. Ok. Donc, euh, alors, est-ce que vous êtes prêts, prêts et prêtes? J'aime pas le mot prêt au masculin parce que. Alors, on y va. On y va, les enfants. On va commencer d'abord donc par les statistiques. Donc là, nous sommes dans un univers certain. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs xi. Nous avons des valeurs xi. On peut être amené à calculer ce qu'on appelle une moyenne. N'est-ce pas? La moyenne que j'appellerai x bar. La moyenne x bar, c'est la somme des xi, i variant de 1 à n, bien sûr, divisé par n. Je vais mettre le n en minuscule, ça sera mieux. Donc ici, i variant de 1 à petit n sur petit n. Ça veut dire concrètement la moyenne, c'est x1 plus x2 plus xn. Et le tout divisé par n. Là, vous m'arrêtez dès que c'est pas clair. Donc x bar, c'est la somme des xi divisé par petit n. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, on peut être amené à calculer ce qu'on appelle la dispersion. La dispersion. La dispersion. On va mesurer la dispersion des xi autour de la moyenne. On va chercher la dispersion des xi autour de la moyenne. Et ce paramètre-là, qui est un paramètre de dispersion, on va d'abord lui donner le nom de variance. On va d'abord calculer la variance. Et la variance de x, je vais la calculer de deux façons différentes. D'abord, pour faire apparaître donc la notion, la dispersion des xi autour de la moyenne, je vais calculer la variance ainsi. Je vais dire que la variance, c'est la somme. La variance, c'est la somme des xi moins x bar au carré i variant de 1 à n sur petit n.
Ici, bien entendu, dans ces deux cas-là, je n'ai pas de pondération. Mais bien sûr, si vous avez deux valeurs qui s'appellent x1, si vous avez deux valeurs qui s'appellent x1, donc là, ça fait x1 plus x1, ça ferait 2 fois x1. Donc ici, au lieu d'écrire xi, on aurait écrit ni xi. Donc là, j'écris mes séries sans pondération, mais, alors bon, je vais quand même le compléter, en supposant que j'ai plusieurs valeurs pour xi, des valeurs différentes. Alors, je pourrais aussi écrire ici la moyenne x bar. La moyenne x bar, c'est la somme des ni xi, i variant de 1 à n, sur n. Là, j'ai une série pondérée, autrement dit, j'ai 4 ou 5 valeurs identiques, 3 ou 4 valeurs identiques, donc je les pondère. Au lieu de faire x1 plus x2 plus x3. Parce que là, si j'ai deux valeurs, ces deux valeurs sont égales, ça fera 2 fois celle-ci. Donc vous voyez, la pondération, elle joue comme ça. Est-ce qu'on a compris? Donc ici, pareil, la variance, je peux aussi, si j'ai une variance pondérée, je peux aussi écrire que la variance, c'est tout simplement la somme des ni facteurs de xi moins x bar au carré, le tout sur n avec i variant de 1 à n. Donc voilà l'expression de la variance, selon que la série est simple ou selon que la série est pondérée. Alors pour bien vous montrer la différence, regardez, si je vous donne une série comme ceci, vous voyez, là j'ai xi, moins 2, 2, 7 et 10. Si j'ai une série comme ceci, xi, ni, donc là j'ai par exemple, je sais pas moi, moins 1, 4, 5 et 8. Et là j'ai un effectif 2, 1, 3 et 4. Vous voyez, donc là je suis dans ce cas-là, et là je suis dans ce cas-là. Et pour la variance, pareil. Est-ce que c'est bon? Donc en fait ici j'ai 3 valeurs égales à 5. Au lieu de faire 5 plus 5 plus 5, je vais faire 3 fois 5. Il faut vraiment, alors là c'est très important, hein. J'insiste là-dessus. S'il y a des éléments qui vous échappent, vous m'arrêtez, hein, c'est très important. Parce qu'il faut vraiment, on essaie de construire, j'essaie de vous donner une enveloppe globale afin que lorsque je vais aborder la gestion de portefeuille, je ne sois pas embêté avec des calculs mathématiques. Hein, il faut que l'aspect mathématique ne nous pose pas de problème. C'est pour ça que je vais le régler en amont. Et surtout, vous me dites si je vais trop vite. Est-ce qu'il y a des questions so far? Donc si je veux calculer la variance, je fais un tableau qui sera comme ça. Ici, admettons que j'ai une valeur de x1, enfin une valeur de xi à chaque fois. Donc là, j'ai x1, xi. Là, j'ai donc x1,
x2, et ainsi de suite, xn. Là, je vais calculer x bar. Pour calculer x bar, je fais la somme et je divise par n. Et je trouve x bar. Vous me suivez jusque-là? Pour trouver x bar, je fais la somme et je divise par le nombre de valeurs. J'ai n valeurs. Une fois que j'ai calculé x bar, en appliquant cette formule, je vais maintenant calculer la variance. Pour calculer la variance, il faut d'abord faire xi moins x bar. Donc il faut faire ce x1 moins le x bar que j'ai trouvé ici. D'accord? Après, il faut faire x2 moins le x bar que j'ai trouvé ici. Et xn moins x bar. Est-ce que vous me suivez? Et ensuite, je fais une élévation au carré. Et donc là, ça me fait x1 moins x bar au carré, x2 moins x bar au carré, et je continue, xn moins x bar au carré. Et je fais la somme. Et cette somme-là, je divise par n, et ça me donne la variance. Est-ce que ça va? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites la somme de toutes ces valeurs-là, s'il n'y avait pas le carré, si vous faites la somme de toutes ces valeurs-là, vous trouverez toujours 0. Vous trouverez toujours 0. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que si vous faites la somme de ces valeurs-là, regardez ce qui se passe. Si je fais la somme de ces valeurs, j'ai donc, regardez bien, j'ai donc x1 moins x bar plus x2 moins x bar plus xn moins x bar. Le tout, je regroupe. Ça fait x1 plus x2 plus xn plus, pardon, pas plus, il y a toujours un moins, donc c'est plutôt moins x bar plus x bar plus x bar. Si j'enlève mes parenthèses, là, c'est quoi x bar? C'est quoi x bar? C'est n fois x bar, c'est x bar, pardon, n fois x bar, c'est la somme des xi. Vous voyez? N fois x bar, c'est la somme des xi. Donc tout ça s'écrit somme des xi. Et tout ce qui est là, c'est quoi? C'est la somme des xi. Et donc la somme des xi moins la somme des xi, ça fera toujours 0. C'est la raison pour laquelle on fait, pour calculer la dispersion, on fait une élévation au carré pour supprimer le signe moins. Il y a un signe moins tantôt et un signe plus. Il y a une compensation du moins et du plus. C'est pour ça qu'on fait une élévation au carré. Et c'est pour ça qu'avant de calculer l'écart type, on calcule d'abord la variance. Parce que sinon, si je fais la somme de tous ces xi moins x bar, je trouverai toujours 0. Alors vous allez me dire, pourquoi faire une élévation au carré lorsqu'on peut prendre la moyenne de ces valeurs absolues, c'est-à-dire la moyenne des écarts absolus.
Je ne fais pas ça car mathématiquement, on ne sait pas manipuler, on ne sait pas programmer des valeurs absolues. C'est la raison pour laquelle, mathématiquement, il est plus judicieux de compenser le plus et le moins par une élévation au carré. Et ce qui explique après, pour retrouver l'écart type, on va reprendre la racine carrée de la variance. Est-ce que vous avez compris ce petit intermède? Okay. Ce qui pose problème en DSCG, c'est la partie mathématique liée comment dirais-je, quand on aborde le portefeuille des marchés, c'est l'aspect mathématique qui réellement est rébarbatif. Donc c'est ça que je vais essayer de débloquer. Je vais vous donner un peu les éléments qui vous permettront de rentrer dans ce qu'on appelle euh, euh, mesurer le risque d'un portefeuille, savoir parler de diversification, mais tout ça fait appel à des outils mathématiques que je développe en amont. D'accord? C'est pour ça que vos questions sont importantes. Alors, Dylan, la variance, bien entendu, mesure une dispersion. Les limites de la variance, c'est que la variance, elle ne s'exprime pas dans la même unité que la variable. Admettons que x bas, xi, ça soit des euros, ça soit des chiffres d'affaires, n'est-ce pas? Donc la variance va s'exprimer dans quelle unité? Dans le chiffre d'affaires en euros. La variance va s'exprimer en euros au carré. Donc l'unité de la variance n'est pas la même que celle de x. C'est la raison pour laquelle on passe par l'écart type et on dira que l'écart type est égal par exemple à 50. Ça sera 50 euros si x est mesuré en euros. Ça sera 50 grammes si x est mesuré en grammes. Autrement dit, l'écart type s'exprime dans la même unité que x, alors que la variance s'exprime dans l'unité de x au carré. Mais la variance reste quand même aussi un paramètre de dispersion. Une variance élevée est synonyme de dispersion élevée, puisqu'il y a un lien entre variance et écart type. D'accord? Alors, une fois qu'on a abordé, la variance, on va donc maintenant aborder l'écart type. Alors, une fois qu'on a abordé la variance, on va aborder l'écart type. Mais après, si vous permettez, je vous donnerai une autre expression de la variance, qui est beaucoup plus simple à manipuler en termes de tableau. Je vais vous la donner juste après. Donc, l'écart type, c'est tout simplement l'écart type. C'est tout simplement, qui s'écrit comme ça, sigma minuscule, c'est le signe de l'écart type. Écart type de x, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. C'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, en développant cette expression-là, on peut obtenir une formule beaucoup plus pratique de la variance. C'est ce qu'on appellera la formule de Koenig. Donc, si vous développez cette expression, d'accord? Si vous la développez, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, si vous développez la somme, i variant de 1 à n de xi moins x bar au carré, si on développe ça, voilà ce qu'on obtient. On obtient somme i variant de 1 à n. Là, c'est a moins b au carré. A moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. D'accord? Je répète. A moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Bien. Maintenant, je vais appliquer les règles de la sommation
qu'en principe, on connaît, mais je vous les rappelle rapidement. Lorsque vous calculez la somme des i, lorsque vous écrivez somme des i, variant de 1 à n, vous écrivez i comme ça fait tout simplement 1 plus 2 plus n. Ça traduit la somme des i variant de 1 à n. Ce qui veut dire que quand j'écris la somme des xi, i variant de 1 à n, ça veut dire tout simplement, c'est le i qui varie, vous voyez, c'est le i, c'est l'indice qui varie, donc ça me donnera x, c'est toujours la lettre x, je commence par 1, ensuite comme il y a le signe somme, c'est plus, et le i passe à 2, et ainsi de suite jusqu'à xn. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça. Donc jusque-là, vous avez suivi, j'espère. D'accord? Maintenant, regardez. Regardez, si je vous dis, alors je vais, si vous permettez, je vais effacer cette partie-là parce que j'ai besoin du tableau. Hein, j'ai besoin du tableau pour vous montrer certaines relations. Regardez bien, si j'écris par exemple somme, ça on en aura besoin tout à l'heure pour le calcul sur les variables aléatoires. Lorsque j'ai somme de xi plus yi, avec i qui varie de 1 à n. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait x1 plus y1, d'accord? Plus x2 plus y2. Pourquoi? Parce que l'indice i, il porte sur x et sur y. Donc lorsque i égale 1, ça fait x1 plus y1. Lorsque i passe à 2, ça fait plus, donc il y a le signe somme qui fait plus, x2 plus y2, n'est-ce pas? Plus, je continue, plus xn plus yn. Est-ce que ça va? L'addition est une opération commutative associative. Je peux donc procéder à des regroupements. Je peux donc écrire x1 plus x2 plus xn. Ouais, j'ai regroupé tous les x, plus, et je regroupe tous les y. Est-ce que ça va? Y1 plus y2 plus yn. Est-ce que ça va? Hein, j'ai enlevé les parenthèses et j'ai regroupé. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est x1 plus x2 plus xn? C'est la somme des xi. Avec i qui varie de 1 à n. Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète. x1 plus x2 plus xn, c'est écrit ici. C'est la somme des xi. I varie de 1 à n. Plus, c'est quoi y1 plus y2 plus yn? Ben, c'est la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir x, j'ai y. Ce qui me donne somme des yi avec 1 à n. Et je viens d'établir une deuxième propriété, la somme des xi plus yi, c'est tout simplement la somme des xi plus la somme des yi. Je peux éclater la somme. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est une deuxième propriété du signe somme. OK? Donc cette propriété, il faut la connaître aussi. Est-ce que ça va? Je peux continuer, vous me dites. Encore une fois, je suis en train de construire avec vous. Hein. Les résultats, je les amène au fur et à mesure. Parce que je pars du principe qu'on est dans un univers nouveau. Alors que c'est des notions qu'on a déjà abordées par le passé. Mais je sais que selon les parcours de chacun, il y a des éléments qui sont bien sûr passés peut-être, dont on est passé à côté. Et il est important
d'en maîtriser l'écriture et les résultats. Alors je continue. Il y a une dernière propriété que j'aimerais vous montrer et qui dit ceci. Regardez bien. Qui dit ceci. Regardez. Maintenant, si je prends, regardez bien, si je prends une constante, j'explique, regardez, et ça surprend toujours. Je prends, j'écris somme des A, I variant de 1 à n. Vous voyez? Somme des A, I variant de 1 à n. Alors, qu'est-ce que ça me donnera? Qui peut me dire ce que ça fait? Somme des A avec I variant de 1 à n. Qu'est-ce que je détaille? J'écrirai quoi? Ça donnerait quoi? Dylan dit A. Qui dit mieux? Très bien, Xia. Très bien. C'est effectivement n fois A. J'explique. I égale 1. Est-ce qu'il y a un I ici? Est-ce que petit a dépend de I? Non. Donc, I égale 1, ça fait petit a. Plus I égale 2, ça fait petit a. Plus I égale 3, ça fait petit a. Plus I égale n, ça fait petit a. Et donc, ça me donne n fois A. Est-ce que ça va? Ça, il faut bien le savoir. La somme des A, I variant de 1 à n, c'est n fois A. C'est pour ça que si je vous dis la somme des 1, qui peut me dire combien ça fait? La somme des 1, I variant de 1 à n, ça serait égal à combien? La somme des 1, donc ça fait combien? Ben, ça fait n. D'accord? Ça fait n. 1 fois n. Est-ce que ça va? OK? Très bien. Alors, maintenant, on va regrouper tout ça. On va regrouper les deux. Et après, je vais passer à mon calcul. On va maintenant regrouper celui-là et celui-là. Alors, regardez ce que ça donne. On va donc regrouper les deux. Et admettons que j'ai somme des A xi plus b yi plus c i variant de 1 à n. Est-ce que vous êtes d'accord que j'applique mes propriétés au fur et à mesure? Ah oui, j'ai oublié un cas. Désolé, j'ai oublié un cas, je le fais. Oui, il faut quand même être cohérent. J'ai oublié un cas. Vous permettez, je le fais. On vous dit maintenant somme des A xi. Ça serait égal à quoi? Ça serait donc A x1, n'est-ce pas? Plus A x2, n'est-ce pas? Plus A xn. Est-ce que tout le monde est d'accord? Puisque la seule variable, la seule lettre enfin, la seule valeur qui dépend de i, c'est xi. Le a, on le reproduit à chaque fois. Est-ce que ça va? C'est ax1, ax2, ax3. Et comme il y a plus, voilà. Je mets maintenant petit a en facteur. Petit a en facteur, n'est-ce pas? Plus, est-ce que ça va? J'ai mis petit a en facteur. Mais ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement A somme des xi. Donc quand vous avez somme des AXI, vous pouvez sortir le A, comme ça. Est-ce que vous avez compris? Ok.
Alors maintenant, je peux vous donner la formule générale. Et donc ça, ne l'oubliez pas, c'est vraiment très important. Ça m'aidera par la suite lorsque je vais faire des calculs avec les signes somme. Donc je vais effacer tout ça et vous écrire le final. Voilà ce qu'on retiendra. Une expression comme ça. Donc somme des AXI plus BYI plus C, avec I variant de 1 à N. Alors, je vous laisse 2 minutes. Essayez de me réécrire ça autrement, en éclatant tout ça de la façon la plus simple. Je vous laisse 2 minutes, allez-y. Alors, donc ça donnerait ceci, vous êtes d'accord? Ça donnerait quoi? Ça donnerait, je fais par étapes. D'abord, je fais la somme séparément. Ça me donne donc somme des AXI plus somme des BYI plus somme des C. Bien sûr, toujours avec I variant de 1 à N. Avec I variant de 1 à N. Et donc, ça me fait donc, comme petit a n'est pas indicé, je peux le sortir. Ce qui me fait petit a, somme des xi, plus petit b, somme des yi, plus n fois c. Et voilà l'écriture finale. Est-ce que ça va? Ok? Donc tout ça pour revenir à mon écriture qui est là. Je vous avais proposé d'écrire la variance autrement, rappelez-vous. Donc là, je vais prendre un trait de couleur. Donc je reprends ma variance pour vous donner, pour montrer comment on calcule la variance autrement, avec la formule de Koenig. Si j'ai xi moins x bar, le tout au carré, i variant de 1 à n. Étape numéro 1, je développe. Donc là, j'ai quoi? A moins b au carré, ça fait a au carré, moins 2ab, d'accord? Moins 2ab, plus b au carré. D'accord? Je répète, a au carré, moins 2ab, plus b au carré. D'accord? Je vais continuer à développer, d'accord? Je vais continuer à développer, et je vais trouver une deuxième expression pour la variance. Rappelez-vous, pour la variance, il faut diviser tout ça par petit n, mais je le ferai après. Donc ici, j'applique les propriétés qui sont là. Ça me fait donc somme des xi au carré. Alors attention, j'écris plus somme de moins 2 xi x bar plus somme des x bar au carré. Est-ce que ça va? Très bien, ça me fait donc somme des xi au carré. Là, le 2 ne dépend pas de l'indice, x bar n'est pas affecté par l'indice. Rappelez-vous, ici, c'est toujours i variant de 1 à n. Hein. I variant de 1 à n. Et i variant de 1 à n. OK? Donc ici, le moins 2, je peux le sortir en vertu de ce qui est là. Le x bar aussi. Donc ça me fait moins 2 x bar somme de xi, i variant de 1 à n, plus, et comme il n'y a pas d'indice ici, ça me fait n fois x bar, en vertu de ça. Est-ce que ça va? OK? Alors, on n'oublie pas que
on n'oublie pas que la variance, c'est tout ça, n'est-ce pas? On n'oublie pas que la variance, c'est tout ça, divisé par n. Donc c'est tout ça divisé par n, hein, d'accord? Ok, c'est la variance. Ok, ok. Alors, je continue à exploiter mon résultat. Regardez bien. Donc cette fois-ci, je reprends. Regardez, je reprends. Tiens, je vais changer, je vais passer au blanc. Voilà. Donc ici, je peux écrire. Donc ça, c'est la variance. Ça, c'est la variance. Donc variance égale ça divisé par n moins 2 fois x bar somme des xi divisé par n plus n fois x bar au carré divisé par n. Est-ce que ça va? J'ai tout divisé par n puisque je calcule la variance. Ce qui me donne ici somme des xi au carré sur petit n. Mais à quoi est égale somme des xi sur n? C'est quoi la somme des xi sur n? C'est quoi? C'est quoi la somme des xi sur n? Si vous suivez un peu. Très bien, Dylan, c'est x bar. Oui ou non? C'est x bar. La somme des xi sur n, c'est x bar. Donc ça fait x bar fois x bar. Ça fait x bar au carré. Est-ce que ça va? Ça fait x bar au carré. Je répète, x bar fois x bar. Ça, c'est x bar. Cette quantité-là, ça, c'est x bar, que je reporte ici. Mais x bar fois x bar, ça fait x bar au carré. Ça, c'est x bar. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas largué, hein. J'essaie d'aller doucement pour que vous ayez le temps matériel de comprendre. Mais c'est à vous à me dire hein, s'il y a des choses qui vous ont échappé. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je simplifie par n. Vous êtes d'accord? Je simplifie. Et ça me laisse plus x bar. D'où ma formule de la variance. Ma formule de la variance. D'où v de x, la nouvelle formule qui est plus simple. C'est la somme des xi carré sur petit n moins 2x bar au carré plus x bar au carré, ça me fait moins x bar au carré. Et voilà la deuxième formule de la variance. Une expression beaucoup plus simple en termes de tableau. Voilà. Alors, pour résumer la situation, donc si je reprends les deux formules de la variance, j'ai d'abord la première formule qui est celle-ci. La première formule qui est celle-ci, c'est la somme. Deuxième formule qui est celle-ci. Alors, dans les deux cas, j'ai la variance ici, donc là c'est divisé par n. Donc là, je vais plutôt
Alors, ici, la formule de la variance, c'est la somme des xi moins x bar au carré. D'accord? Lorsque la série n'est pas pondérée. Donc ici, la deuxième formule, c'est la somme des xi carré sur n moins x bar au carré. Alors, pourquoi cette formule est plus rapide que celle-ci? Parce que celle-ci, quand vous avez un tableau, pour remplir le tableau, ici, pour remplir le tableau, vous avez xi. Là, vous avez x1. Et là, vous avez xn. Vous êtes obligé de faire la somme et diviser cette somme par n pour trouver x bar. Donc, il faut faire ce calcul. Et ensuite, vous faites le xi moins ce x bar. D'accord? Et c'est maintenant que vous faites ce xi moins x bar au carré. Voilà comment on fait dans cette situation-là. Ici, c'est un peu plus rapide. Là, j'ai xi. Donc là, j'ai x1. Là, j'ai x2. Et là, j'ai xn. Donc là, j'ai xn. Voilà. Donc ici, je fais simplement xi au carré. Et c'est tout. Je fais que cette opération. Voilà, je fais que cette opération. Pourquoi? Parce que x bar, je l'ai ici. La somme, cette somme-là, divisée par n, ça me donne x bar. Et je fais cette somme-là. Donc cette somme-là, je l'ai automatiquement. Et j'ai directement la réponse. J'ai la somme divisée par n moins x bar que j'ai calculé. Donc c'est beaucoup. Là, il me faut 3 colonnes. Là, il m'en faut une seule. Là, il me faut faire une soustraction et une élévation au carré. Là, je fais simplement une élévation au carré. Ce n'est pas comparable en termes de calcul. D'accord? C'est beaucoup plus rapide dans le second cas. Est-ce que ça va? Que vous voulez. L'une des deux méthodes. Maintenant, on va se placer dans... Alors, pour être complet, pour comprendre le lien, en fait ici, si maintenant j'ai une... Alors, je tenais quand même à vous le montrer. Si j'ai une série pondérée, la variance de x, qui est égale à 1 sur n, somme des ni xi moins x bar au carré. Donc là, c'est encore plus long, parce que pour faire ça, il faut faire, vous avez xi, ensuite vous faites xi moins x bar, ensuite vous faites xi moins x bar au carré, et ensuite vous faites ni fois xi moins x bar au carré, pour arriver à tout ça. D'accord? Et après, vous faites le calcul. Mais vous pouvez appliquer Koenig en écrivant variance de x, c'est 1 sur n, et là c'est plus rapide. Vous faites somme des ni, xi au carré, moins x bar au carré. Et là c'est plus rapide, parce que vous avez xi, vous faites ni xi, et vous multipliez celui-là par celui-là pour avoir ni xi au carré. Attention, c'est pas tout ça qui est au carré, il n'y a que le xi qui est au carré. Et donc là, vous voyez, vous avez 3 colonnes, 2 colonnes, alors que là, vous en avez 1, 2, 3. Le calcul est beaucoup plus rapide avec cette formule. Voilà. Et là, vous le voyez mieux lorsque la série est pondérée, lorsqu'il y a un effectif pour xi. D'accord?
Maintenant, je vais vous montrer le lien entre une série statistique, donc un univers certain, et ce qu'on peut peut-être transposer dans ce qu'on appelle un univers aléatoire. Cette fois-ci, on va se placer, on va essayer de travailler avec ce qu'on appelle des variables aléatoires. Et donc là, au lieu de calculer une moyenne, d'accord? Au lieu de calculer une moyenne, on va calculer une espérance mathématique. Au lieu de calculer une variance, ça sera toujours pareil, la variance. Et pour l'écart type, on va calculer un écart type. Mais cette fois-ci, on va se placer dans un univers aléatoire. Mais pour montrer le lien entre les deux types de formules, regardez bien. Je vais prendre un exemple tout simple. Admettons que dans une classe, on ait les relevés suivants. On a obtenu les notes suivantes. Alors je vais faire un calcul simple pour ne pas alourdir l'expression. Donc je vais me placer ici. Donc admettons que dans cette classe, j'ai reçu 10 copies qui portent la note, allez, la note 6. Non, c'est pas bien. Alors 8, 10, 12 et 16. J'ai reçu 4 notes. Et là, j'ai NI. J'ai par exemple 2, 8, j'ai 1, 10, j'ai 4, 12 et j'ai 3, 16. Vous êtes d'accord? Ça fait 10. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc j'ai une classe dans laquelle j'ai 10 notes. Et ces notes-là, bien sûr, elles sont pondérées puisque j'ai 2 fois 8, j'ai 4 fois 12 et j'ai 16 fois 3. Admettons que je calcule la moyenne, la variance et l'écart type des notes. Pour la moyenne, je fais x bar, qui est égal à la somme des ni xi divisé par n. Donc ici, je rajoute une colonne pour trouver quoi? Si vous permettez, je vais utiliser la deuxième formule qui est plus rapide, d'accord? Donc ici, pour trouver la moyenne, je fais ni xi. Ça fait donc 16, ça fait 10, ça fait 48, et ça fait 48 encore. Ce qui fait un total de combien? 96, 96, 106, 106, 116, 122. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que le total c'est 122? Donc la moyenne de la classe, c'est 122 divisé par 10, ce qui fait une moyenne de 12,2. Est-ce que ça va? Donc la classe a une moyenne de 12,2. J'ai ici des notes, j'ai calculé une moyenne arithmétique pondérée, puisque chaque note est pondérée, chaque note a un poids. Par exemple, le 12 représente plus de poids que le 10. Le 10 a un poids de 1. Autrement dit, les notes à fort coefficient vont tirer la moyenne vers elles. C'est ça l'objectif. D'accord? Ensuite, on peut se dire, dans quelle mesure, dans cette classe, il y a une dispersion des notes. Ce qui va permettre de mesurer la dispersion des notes, c'est la variance plus l'écart type. Et donc, je vais calculer la variance en appliquant ma deuxième formule de Koenig, et qui est plus rapide. Donc, pour la variance, je vais appliquer ma deuxième formule, qui est la somme des ni xio carré sur n moins x bar au carré. Donc, j'ai déjà ni xi. Je fais ni xi au carré. Ce qui fait 8 fois 16. Alors là, il faut me donner les réponses, si vous voulez bien.
Donc là, je sais que 10 fois 10, ça fait 100. 8 fois 16, 128, merci. 12 fois 48, 12 fois 48, merci Aline, 576. Et enfin, 16 fois 48, 16 fois 48, 768. Merci Fatima. Ok, on fait la somme. On fait la somme de tout ça. Et on trouve 1572. D'accord? Et donc, ma variance, ça va être quoi? Ça va être 1572 divisé par combien? Par 10, moins la moyenne au carré. Est-ce que ça va? Moins la moyenne au carré. Ce qui me donne combien? Donc la variance de x est égale à 8,36. Et à partir de là, je vais trouver ce qu'on appelle l'écart type en faisant racine carrée de 8,36. Et qui va donner, merci Aline, qui va donner, merci, donc 2,89. Voilà. Donc ça mesure la dispersion des notes autour de la valeur centrale, autour de 12,8. Hein, c'est l'écart, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré, autour, ça c'est la variance, autour de cette, bien sûr, autour de cette moyenne. Plus ce nombre-là est grand, plus cette dispersion est forte. Ok, donc ça c'est une application directe. Maintenant, regardez bien comment ce schéma-là, je peux le transposer ici. Admettons que je mette ces copies, je mets ces copies dans une urne. D'accord? Je mets ces copies dans une urne. Et je vais donc appeler soit grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire, qui associe la note obtenue par l'élève. Qui associe la note obtenue par l'élève. D'accord? Grand X, la variable aléatoire grand X, peut prendre plusieurs valeurs. Grand X peut prendre quelle valeur? Grand X peut prendre quelle valeur? Grand X peut être égal à quoi? Soit à 8, soit à 10, soit à 12, soit à 16. Les valeurs possibles de grand X, c'est 8, 10, 12 et 16. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ok. Maintenant, je vous dis, admettons que je mette ces copies dans une urne, dans des boules, dans des rectangles, et qu'on tire une copie au hasard. D'accord? Quelle est d'après vous la probabilité de tirer le 8? Quelle est la probabilité que la note soit égale à 8? Très bien, tout le monde a compris que c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc la probabilité que la note soit égale à 8, que j'écris ici, probabilité que grand X égale xi, c'est 0,2, c'est 0,1, c'est 0,4 et c'est 0,3. Est-ce que ça va? Ce qu'on a ici, c'est la loi de probabilité de grand X. C'est la loi de probabilité de grand X.
Vous me suivez jusque-là? Pour calculer ici, pour calculer la moyenne des notes, je prends une couleur. Pour calculer la moyenne des notes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x bar, regardez bien, j'ai fait x bar égale 2 fois 8, d'accord? Plus 1 fois 10, vous êtes d'accord? Plus 4 fois 12, plus 3 fois 16. Est-ce que ça va? Le tout, le tout, le tout divisé par combien? Par 10. Mais tout le monde a compris que si je calcule x bar, je peux faire 2 divisé par 10 fois 8, plus 10 plus 1 divisé par 10 fois 10, plus 4 divisé par 10 fois 12, plus 3 divisé par 10 fois 16. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le 2 sur 10 ici, il correspond bien à 0,2? Le 1 sur 10, le 1 sur 10 correspond bien à 0,1. Donc, quand je vais faire mon calcul ici, quand je vais faire xi que multiplie pi, je vais obtenir ici combien? 1,6. Je vais obtenir 1. Je vais obtenir 4,8. Et je vais obtenir 4,8. Et lorsque je fais le total, je trouve exactement 12,2. Autrement dit, la somme des XIPI n'est autre que la moyenne. La somme des XIPI correspond à ma moyenne. Ça, c'est P1. Ça, c'est P2. Ça, c'est P3. Ça, c'est P4. P1, P2, P3, P4. Donc, si je fais somme des XIPI, je trouve une moyenne. Mais dans le cas d'une variable aléatoire, j'appelle pas ça une moyenne, mais j'appelle ça une espérance mathématique. Et j'écrirai l'espérance mathématique de grand X, c'est la somme des XI PI. Ça correspond bien, ça a la même signification que la moyenne arithmétique dans le cas d'une statistique. Donc, espérance mathématique, autrement dit, si vous renouvelez cette opération, vous prenez ces copies, vous répétez cette opération un certain nombre de fois, 1000 fois, 2000 fois, 4000 fois, eh bien, la moyenne des notes va tendre vers 12,2. Autrement dit, la moyenne espérée, l'espérance mathématique, c'est 12,2. Donc, moyenne arithmétique pondérée, espérance mathématique, c'est deux univers différents, mais ça veut dire la même chose. Univers certain, univers aléatoire. Cette partie-là est une partie qui pose beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne font pas la différence. Voilà, donc c'est très important de maîtriser les bases. Il n'y a que comme ça que je peux construire par la suite. Parce que vous allez voir, les choses vont se durcir. Mais elles peuvent se durcir parce que si on n'a pas pris soin de définir certains paramètres avant, en amont. Donc j'insiste pour que vous posiez les questions de façon systématique. Alors pour ceux qui ne sont pas intervenus encore, qu'est-ce que vous dites? Dites oui, dites non.
Dites-moi au moins que vous êtes là. Je peux continuer de la même façon, vous voyez, et je peux calculer ici aussi ce qu'on appelle la variance. Et donc là, la variance, ça sera le même principe. Ben, je vais appliquer toujours la formule de Koenig et je vais donc calculer la variance en faisant xi carré pi. Et je continue mes calculs. Donc maintenant, si vous permettez, je vais introduire les formules dans le cas d'une variable aléatoire. Alors, je vais donc effacer. Donc, soit la variable aléatoire grand X, soit la variable aléatoire grand X. On peut calculer donc l'espérance mathématique, de grand X, qu'on écrira espérance de grand X. C'est la somme des xi pi avec i variant de 1 à n. D'accord? Donc ça, c'est l'espérance mathématique. On peut calculer la variance. Je vous donne les deux formules pour la variance. Variance de x. Variance de x, c'est la somme pi xi somme des xi attention, moins la moyenne, moins x bar, mais pas l'x bar ici, l'espérance de x. On remplace x bar tout à l'heure par son espérance. Et voilà le calcul de la variance. Et comme tout à l'heure, si on développe, on arrive à une formule plus simple qui dit la variance, c'est donc la somme des pi xi au carré, somme des pi xi au carré. Attention, il n'y a que le xi qui est au carré, moins l'espérance de x au carré. Et certains l'écrivent aussi comme ça, variance de x. Donc c'est comme si je faisais la moyenne de ces valeurs-là. La moyenne de ces valeurs-là, ça s'écrit espérance de grand X au carré moins espérance de grand X, le tout au carré. Et après l'écart type, écart type de grand X, c'est la racine carrée de la variance. Somme écart type de grand X, c'est la racine carrée de la variance. Alors juste pour résumer, donc les dernières formules à retenir, donc ça c'est l'espérance qu'on a vu précédemment. Donc la variance qu'on peut exprimer de trois façons différentes. Donc la somme des pi xi moins espérance de x le tout au carré. Donc formule de Koenig, somme des xi carré pi, ou plutôt pi xi carré, espérance de x au carré, ou alors espérance de x2 moins espérance de x au carré. Et l'écart type, bien sûr, c'est la racine carrée de la variance. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est la covariance. Donc en fait, on va s'intéresser à l'écart entre x et y, entre x et x, entre x et x bar, et entre y et y bar. Donc là, c'est la covariance de x, y.
Donc, vous regardez bien, par analogie avec la variance, vous retrouvez la même chose. Vous voyez, PI, XI, mais nous avons une fois, au lieu d'avoir XI moins espérance au carré, nous avons XI moins espérance de X, facteur de YI moins espérance de Y. Si vous tapez covariance de XX, vous voyez, si là je tape covariance de XX, je tape covariance de XX, donc là ça fait X, donc là ça fait X, et là ça fait X. Donc ça fait PI XI moins espérance de X, facteur de XI moins espérance de X. Et ça me donne bien sûr la variance. Donc la covariance de XX, c'est tout simplement la variance de X. Voilà. Donc par analogie avec la, la variance, donc c'est exactement le même schéma, sauf que au lieu que ça soit xi moins espérance au carré, c'est tantôt xi moins espérance, yi moins espérance. Donc ici, par analogie avec ça, j'ai, au lieu d'avoir xi carré, j'ai xi, yi, pi, moins, au lieu d'avoir espérance de x au carré, espérance de x fois espérance de y. Et ici, covariance de xy, pareil, au lieu d'avoir espérance pour la variance et espérance de x2, c'est espérance de xy moins espérance de x carré, espérance de x fois espérance de y. Enfin, lorsqu'on va aborder la gestion de portefeuille, il faut bien maîtriser ce genre d'écriture. Je descends un peu, voilà. Il faut bien maîtriser ce genre d'écriture. Lorsque vous avez, bon d'abord j'aurais pu commencer par ceci, lorsque vous avez une variable aléatoire, donc la variable aléatoire AX plus espérance de AX plus BY, c'est A espérance de X plus B. Tandis que variance de AX plus B, c'est A carré variance de X. Le changement d'origine n'influe pas. Donc ici, j'aurais pu rajouter espérance de AX plus BY plus C. C'est tout simplement égal à A espérance de X plus B espérance de Y plus C. Donc ce qui m'importe surtout la variance de AX plus BY plus C. Donc ça fait A carré variance de X plus B carré variance de Y plus, attention, 2 fois AB covariance de XY, que l'on peut aussi écrire comme ça. La variance, c'est l'écart type au carré. L'écart type au carré de AX plus B, Y plus C égale tout ce que vous voyez là. Alors juste un cas particulier, si grand X et grand Y sont indépendantes, si grand X et grand Y sont indépendantes, alors la covariance de XY est tout simplement égale à 0. Donc il va nous rester quoi? A carré, écart type carré de X, plus B carré, écart type carré de Y. Ça, c'est dans le cas où les variables X et Y sont indépendantes. Donc voilà ce qu'il faut bien sûr retenir. Et donc on passe à l'étape suivante pour la prochaine séquence.